Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Charles Quint De son vrai nom, Charles de Habsbourg, ce Belge, et oui, était connu et reconnu comme étant l'empereur incontesté de la moitié de l'Europe. Et quand je vous dis la moitié de l'Europe, ne vous y trompez surtout pas, c'est une image mentale que je vous donne, puisqu'à cette époque-là, l'Europe, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existait pas encore. Disons plutôt qu'il dominait un immense patchwork fait de royaumes, de cités indépendantes, de duchés, qui, aujourd'hui, forment l'Europe. Et pourtant, malgré tout, ce patchwork lui donnait tout de même un pouvoir incroyable. Bref, c'était le boss absolu du XVIe siècle, et tout ça, 250 ans avant Napoléon, s'il vous plaît. Incroyable quand même, non? Alors, presque tout le monde connaît Charles Quint et son histoire, mais nous autres, ce qui nous intéresse ici, sur Histoire à croquer, c'est, entre autres, la relation gargantuesque qu'il avait avec la nourriture. Et croyez-moi, de ce côté-là, vous n'êtes pas prêts pour ça. Je vous raconte tout ça, vous allez voir. Donc Charles Quint était le plus belge de tous les souverains, puisque le bonhomme est né à Gand le 24 février en 1500. Par contre, attention, et soyons bien rigoureux, parce que pour être historiquement plus précis, à cette époque-là, en 1500 donc, le royaume de Belgique n'existait pas encore, même si la ville de Gand, elle, existait déjà. Gand faisait partie des anciens Pays-Bas, un ensemble bourguignon qui regroupait alors l'actuelle Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, mais également une petite partie de la France et de l'Allemagne. Bref, voilà qui méritait une petite précision, au cas où. Donc notre ami Charles a grandi dans une ambiance bourguignonne où la table était, et est toujours d'ailleurs, sacrée. On y mangeait gras, on y mangeait très bien, et surtout, on y mangeait longtemps. Et c'est d'ailleurs là qu'il va développer son appétit phénoménal, un appétit qui va le suivre toute sa vie et qui va devenir légendaire dans toute cette Europe de l'époque. Et, comme il aura été élevé dans le pur esprit flamand, plus tard il aura, bien évidemment, importé tous ses goûts, ses petites manières de la table et ses manies culinaires dans tout ce joli petit monde qu'il dirigeait. Et c'est comme ça que certaines recettes ont été adaptées localement et que, aujourd'hui encore, elles se retrouvent dans des cuisines françaises, néerlandaises, italiennes, espagnoles, allemandes, sans même que l'on sache qu'en fait, elles sont d'origine belge. Comme les plats mijotés à base de vin ou de bière, comme les carbonades flamandes par exemple, appelées estofados en Espagne, ou bœuf bourguignon en France, ou encore brazzati en Italie. Mais également les anguilles, les choux, les gaufres, et étrangement, personne ne parle jamais de ça d'ailleurs. C'est dommage, non? Donc imaginez un peu un empereur qui dirige l'Espagne, les Flandres, l'Italie, l'Autriche, le Nouveau Monde, mais qui pourtant reste attaché à des trucs bien de chez lui. La Belgique. Et donc à sa bière, ses plats mijotés, ses légumes du jardin, et ce côté bon vivant qui fait qu'en général on reconnaît tout de suite un Belge quand il est à table. Eh bien tout ça, c'est pile poil Charles Quint. Intéressant, non? À titre d'exemple, le bonhomme pouvait parfois boire jusqu'à 4 litres de bière par jour. 4 litres! Mais attention, de la bière bien flamante, donc brune, bien dense, nourrissante, bref, un vrai repas liquide, quoi. Pour lui, c'était tout à fait normal, puisqu'en Flandre, la bière n'était pas juste une boisson. Non, c'était une véritable tradition nationale. Et d'ailleurs, soit dit en passant, c'est toujours le cas, Il en a d'ailleurs fait un symbole de prestige partout où il est passé. D'où maintenant le fait de pouvoir trouver de la bière quasiment dans toute l'Europe. Alors maintenant, j'imagine déjà que vous allez me dire « Ok Marc, tout ça c'est bien joli, mais concrètement, qu'est-ce qu'il mangeait de si gargantuesque que ça, l'ami Charles ?» Eh bien, il adorait les anguilles au vert par exemple, mais alors, vraiment beaucoup, Les plats mijotés à la bière, les viandes en gelée et même les choux de Bruxelles, parce que oui, c'est lui qui les aura popularisés à la cour impériale. Des milliers de nobles européens ont découvert ce tout petit légume, tout ça parce qu'un Belge affamé en raffolait. Et si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur ce merveilleux petit légume que, personnellement, j'aime appeler le chou de la capitale, eh bien je vous invite à regarder la vidéo que j'ai consacrée à cette petite merveille. Regardez. Mais revenons plutôt à la gourmandise de notre empereur belge. On raconte même qu'il était tellement gourmand qu'il reconnaissait un rôti rien qu'à l'odeur et qu'il était capable de se relever la nuit pour les farfouiller dans les cuisines. Pas qu'elle sentait, Mais comment est-ce qu'il faisait pour être aussi mince, lui? Parce que là, franchement, ça m'intéresse, En tout cas, face à son appétit, ses médecins étaient tellement désespérés qu'ils lui faisaient même interdire certains plats.
Et c'est d'ailleurs pour ça que notre ami Charles organisait des banquets clandestins. Tout ça pour pouvoir continuer à manger tout ce qui lui était interdit. Bref, un vrai flamand bien têtu, quoi. Et je sais de quoi je parle. Une chose est sûre, lorsqu'il abdiqua, tout le monde imaginait déjà un vieux sage qui allait se retirer dans un monastère, loin des contraintes qu'il avait connues. Hein, c'est vraiment ce que vous croyez, là? À ce moment-là, nous sommes en 1556, et ce monastère se trouve en Espagne. Le monastère de Yuste, en l'occurrence, dans la région d'Estrémadure pour être plus précis. Mais pourquoi donc Charles Quint est-il allé dans un monastère, me direz-vous? Pour écrire? Pour prier? Oui, mais pas que. La vérité, c'est qu'il voulait juste pouvoir continuer à manger en paix. Les moines lui préparaient donc tous ses bons petits plats préférés, riches, mijotés et bien copilleux. C'était presque une fin de carrière à la belge, quoi. Moins de politique, mais plus de goinfrerie. Et c'est ça qui est fascinant finalement, c'est que cet homme qui dirigeait la plus grande puissance du monde, qui avait plusieurs palais, qui avait un esprit et une culture façonnés ici, dans ce pays grand comme un confetti qu'on appelle la Belgique, a continué à se comporter jusqu'à la fin comme un véritable Gaulois. Comme quoi la réalité dépasse bien souvent la fiction, non? Non mais franchement, qui aurait pu croire ça? Parce qu'on dit souvent, à tort d'ailleurs, que la Belgique n'a pas d'histoire comme la France, l'Italie, l'Espagne, les Aztèques ou même les Égyptiens. Mais la vérité est tout autre, puisque la Belgique aura donné au monde l'un des souverains les plus puissants et les plus gourmands de tous les temps. Conclusion. Oui, la Belgique est petite, mais elle aura généré un empereur qui aura marqué toute l'Europe et qui, aujourd'hui encore, est célébré chaque année à Bruxelles par une fête grandiose qui s'appelle l'Ommegang, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'il vous plaît. Une fête spectaculaire avec plus de 1500 figurants. Non mais franchement, c'est pas pour rien quand même. Regardez ces quelques images. Et ce que je viens de vous raconter là sur Charles Quint, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, tellement la Belgique est riche d'histoires et d'anecdotes. Vous n'imaginez même pas le passé extraordinairement fabuleux de mon pays, la Belgique. Un pays grand comme un confetti, oui, mais qui pourtant, à une certaine époque, au XVe et au XVIe siècle, était presque considéré comme le centre du monde. Et c'est peu de le dire, vous pouvez me croire, j'ai découvert des choses complètement ahurissantes en lisant mes bouquins. D'ailleurs, je vous raconterai ça très bientôt, tiens. Mais d'ici là, à plus.